J'étais le photographe officiel chargé de la documentation pour le projet de recherche sur le suaire de Turin. Ce projet a été la première et la seule équipe scientifique à avoir reçu l'autorisation de procéder à un examen approfondi du suaire de Turin. Des scientifiques ont récemment fait une découverte extraordinaire au sein de l'une des reliques les plus mystérieuses de l'histoire, le suaire de Turin. Pendant des siècles, beaucoup ont cru que ce tissu antique était le linceul de Jésus-Christ, portant l'image floue d'un homme crucifié. Mais des chercheurs modernes, grâce à des techniques d'imagerie et d'analyse génétique avancées, affirment avoir découvert quelque chose d'encore plus surprenant. Au cœur même des fibres du tissu, ils ont détecté des traces d'ADN anciens et découvert que l'image elle-même se comporte comme une empreinte tridimensionnelle codée. Contrairement à la peinture ou à la teinture, les marques sur le suaire semblent contenir des informations de profondeur comme une photographie biologique figée dans le temps. Si cette découverte se confirme, elle pourrait révéler la véritable identité de l'homme sur le tissu et la formation de son image mystérieuse. Le visage que personne n'était censé voir. Pour comprendre pourquoi cet ADN a bouleversé toutes les théories existantes, il faut remonter à la nuit où le suaire a révélé pour la première fois ce qu'il dissimulait. 28 mai 1990, Turin, Italie. Un avocat et photographe amateur. Secondo Umberto I photographia la relique lors d'une exposition publique. La photographie était alors un travail ardu, lent, technique et impitoyable. Pia transporta un appareil photo presque aussi gros qu'une valise sur un échafaudage à l'intérieur de la cathédrale. À l'aide de flashs au magnésium, pour éclairer l'intérieur obscur, il exposa 2 grandes plaques de verre. Tard dans la nuit, seul dans sa chambre noire, éclairée seulement par la faible lueur d'une lampe de sécurité rouge, Pia plongea une plaque dans les produits de développement. Tandis que l'image apparaissait, ses mains se mirent à trembler. Il faillit laisser tomber le verre. Ce qui se formait devant ses yeux n'aurait pas dû figurer sur le négatif où la lumière devait se transformer en obscurité et l'obscurité en lumière. Un visage net et contrasté apparut. Des yeux enfoncés doucement clos, un nez cassé, une moustache et une barbe fourchue, une ecchymose sur la joue droite. Pour la première fois de l'histoire, la silhouette dissimulée sous le lin n'était plus une ombre indistincte. C'était manifestement un homme calme, digne, mais marqué par une souffrance extrême. Mais voilà le hic. Toute image normale se comporte comme prévu en tant que négatif. La lumière s'assombrit, l'obscurité s'éclaircit et le résultat paraît déformé, artificiel. Mais le linceul a dérogé à toutes les règles. Photographié en négatif, il apparaissait comme une véritable photographie d'un être humain. Ce que l'œil nu voit sur le tissu est déjà un négatif, qui au Moyen-Âge comprenait la photographie 800 ans avant l'invention de l'appareil photo, qui pouvait créer une image négative parfaite sans aucun moyen de voir, de tester ou de confirmer le résultat. Personne. L'œil humain ne peut percevoir le monde en négatif et encore moins le reproduire avec une maîtrise précise de la lumière et de l'ombre. Aucun artiste, aucun scientifique, aucun érudit de l'époque ne possédait les connaissances nécessaires pour concevoir une telle chose, et encore moins pour la réaliser parfaitement sur un morceau de lin. Ce fut la première fissure dans le mur du scepticisme. Le suaire ne se comportait pas comme une peinture, mais comme une plaque photographique capturant un instant précis. Cette découverte a ébranlé toutes les disciplines qui allaient par la suite se pencher sur ce tissu. Si cela vous intrigue déjà, abonnez-vous car l'ADN ne révélait que la moitié du secret. L'autre moitié était totalement inattendue, mais cette photographie n'était qu'un avant-goût. La véritable bombe se cachait sous la poussière, et lorsqu'elle fut enfin décodée, même les sceptiques restèrent muets. Un ADN qui n'aurait jamais dû exister. Au XXIe siècle, les spéculations ont finalement cédé la place à une réalité bien plus difficile à contester. Génétique physique des hautes énergies, spectroscopie, analyse moléculaire médico-légale.
Les scientifiques ont cessé de considérer le swear comme une relique sacrée et ont commencé à l'examiner comme une scène de crime, un coffre-fort de données biologiques renfermant silencieusement 2 ans d'histoire. En 2015, l'équipe de généticiens et de biologistes du professeur Barkachia a bénéficié d'un accès sans précédent à la relique. Leur mission n'était pas de découvrir l'ADN de Dieu. La science n'a aucun cadre pour appréhender de telles preuves. Leur objectif était de reconstituer l'histoire du tissu lui-même, ses déplacements, les personnes qui l'avaient manipulé, les mains qui l'avaient porté à travers les siècles. À l'aide de dispositifs de micro-aspiration stérile équipés de filtres ultra fins, ils ont recueilli des poussières microscopiques du pollen et des fragments organiques au cœur même de la trame et de la chaîne des zones où des matières anciennes peuvent rester piégées pendant des milliers d'années. Et c'est là que réside la clé. Ils se sont concentrés spécifiquement sur l'ADN mitochondrial, et ce pour une raison cruciale. Contrairement à l'ADN nucléaire, l'ADN mitochondrial existe en centaines de copies par cellule. Il est transmis exclusivement par la lignée maternelle et se conserve beaucoup plus longtemps dans les tissus anciens. Il s'agit en quelque sorte d'un GPS biologique, un marqueur fiable et précis de l'origine géographique des mouvements de population et des migrations humaines. Si des informations génétiques avaient survécu dans ces fibres pendant 2 millénaires, c'était cette technique qui permettrait de les révéler. Pendant des semaines, des ordinateurs ont fonctionné sans relâche, décodant des millions de séquences nucléotidiques et les comparant à des bases de données génomiques mondiales représentant les populations du monde entier. Puis les cartes finales sont apparues à l'écran, haplogroupe lignée ancestrale, origine géographique. Le laboratoire devint silencieux, personne ne parla. L'équipe de Barkacha contemplait des résultats qui contredisaient toutes leurs prédictions. Il ne s'agissait pas de la signature génétique d'un seul individu. C'était quelque chose de bien plus complexe, quelque chose d'inattendu. Les résultats publiés dans la prestigieuse revue Scientific Reports firent l'effet d'une bombe dans la communauté scientifique. Voici ce à quoi ils s'attendaient. Si le swear était un faux médiéval fabriqué en France, l'ADN européen aurait dû être largement prédominant. S'il s'agissait d'une relique authentique de Jérusalem, l'ADN du Moyen-Orient aurait dû être prédominant. Aucun des deux événements ne s'est produit. Premier impact, le Moyen-Orient. Des haplogroupes souvent associés aux Druzes. Une communauté soudée et historiquement isolée d'Israël, de Jordanie, du Liban et de Syrie, dont le patrimoine génétique a à peine évolué depuis des millénaires. Ce seul fait était significatif, un marqueur fort d'origine géographique, offrant une preuve solide d'un lien direct avec le Moyen-Orient, remontant à plusieurs siècles. Puis vint le second impact, l'Europe occidentale. Les haplogroupes U5b et H, 1AH3, compatibles avec des siècles de contacts européens. Les Clarisses qui l'ont restauré, la maison de Savoie, qui en a été propriétaire d'innombrables pèlerins qui l'ont honoré au fil des siècles. D'accord, ça se tient. On peut le justifier. Mais voici où ça devient incroyable, troisième cible, l'Afrique du Nord et de l'Est. L'haplogroupe L3 pointant vers l'Égypte et l'Éthiopie. C'était surprenant et fascinant. Cela suggérait une interaction directe avec certaines des premières communautés chrétiennes du continent africain. L'atmosphère changea. Quatrième découverte, l'Asie du Sud. Les haplogroupes M39, M56 et R8, marqueurs génétiques typiques du sous-continent indien. L'équipe se fixait du regard interloqué quand survint le cinquième résultat, celui que personne ne comprenait, l'Asie de l'Est. Les haplogroupes D4 et G2, généralement associés à la Chine. L'Inde, l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient sont tous codés en un seul haplogroupe, un tissu ancien. Laissez cette idée mûrir un instant. Mais comment? Et si ce n'est pas un faussaire qui l'a placé là, qui l'a fait? La réponse se cachait dans une ancienne voix que de nombreux érudits avaient déjà reléguée au rang de légende.
un monde inscrit sur du tissu. Or, il convient d'y prêter une attention particulière. Aucun artisan médiéval travaillant dans une abbaye française vers 1350 n'aurait pu rassembler du matériel génétique provenant de Chine, d'Inde et d'Afrique de l'Est. La mondialisation n'existait tout simplement pas. Les voyages au long cours existaient certes, mais pas à une échelle suffisante pour laisser des traces génétiques aussi importantes sur un simple morceau de tissu. De plus, une telle personne n'aurait pas pu délibérément y déposer ses traces de manière à tromper les généticiens 600 ans plus tard. L'ADN découvert sur le suaire n'est pas une contamination aléatoire. Il s'agit d'une mémoire biologique partagée. Mais voici le plus surprenant. Lorsque Barsh a cartographié les données géographiquement, le mystère s'est encore épaissi. La répartition des marqueurs génétiques correspondait avec une précision étonnante à celle de la route mandalienne, cet ancien chemin que les érudits avaient longtemps considéré comme une légende. D'après d'anciens documents byzantins, syriens et arabes, le linceul était plié de manière à ce que seul le visage reste visible, une forme appelée le tétradiplon, et exposée à l'intérieur d'un cadre spécial. Cette relique n'est pas restée au même endroit, et son histoire ne commence certainement pas en Europe. Son périple débute à Jérusalem. De là, elle est transférée à Édesse au IIe siècle, où le suaire demeure caché à l'intérieur des remparts de la ville pendant des siècles. Et c'est là que son histoire devient fascinante. Édesse se trouvait à l'un des carrefours les plus importants du monde antique, la route de la soie. Des caravanes venues de Chine chargées de soie, des marchands indiens, transportant des épices, des diplomates persans, des commerçants arabes, des pèlerins venus des 4 coins du monde connus. Et beaucoup d'entre eux venaient honorer l'image censée protéger Édesse. Ils se tenaient tout près. Ils embrassaient son enveloppe. Ils touchaient le tissu et à chaque contact des traces microscopiques, des fragments de cheveux, des gouttelettes de sueur, se déposaient sur l'étoffe couche après couche, siècle après siècle. L'ADN du monde antique tout entier s'accumulant à sa surface comme une poussière invisible. Le voyage ne s'arrêta pas là. D'Édesse à Constantinople en 944, la plus grande mégapole du monde antique où se côtoyaient des personnes de toutes races et cultures. Puis en 1204, lors de la 4e croisade, la ville fut violemment pillée. Le suaire disparut. Il réapparut à Athènes vers 1205, passa entre les mains de chevaliers français et fit finalement surface en France vers 1353. En possession du chevalier Geoffroy de Charny. C'est là que les preuves génétiques portent un coup fatal à la théorie du faux médiéval. L'ADN présent sur le suaire n'est pas un bruit aléatoire. Il s'agit d'une empreinte géographique qu'aucun faussaire n'aurait pu reproduire. De la poussière de sandales de robes et de mains laissées par d'innombrables personnes qui se sont tenues devant ce visage au fil des siècles. Une trace biologique témoignant de 0 ans de contact humain. Mais la génétique ne représentait que la moitié du code caché. L'autre moitié était inscrite dans les plantes et menait directement à une scène de crime du pollen, du sang et une couronne d'épines. Le professeur Avinoam Danan, éminent botaniste israélien de l'université hébraïque de Jérusalem, et le scientifique légiste suisse Max Frey ont analysé indépendamment des grains de pollen piégés au cœur des fibres de lin. Lorsque Danan prit connaissance des résultats complets, il comprit que les conséquences seraient énormes. 58 espèces végétales différentes furent identifiées, cataloguées et cartographiées. 17 d'entre elles étaient originaires d'Europe. On s'y attendait après des siècles de contact avec les Européens. Mais la majorité venait d'ailleurs du Moyen-Orient, de Turquie, de la steppe anatolienne, suivant parfaitement l'ancienne route passant par Édesse et Constantinople. Et voici le plus frappant. Des scientifiques ont identifié des plantes qui ne poussent nulle part ailleurs sur Terre, seulement dans un étroit corridor entre Jérusalem et Jéricho. Une espèce dominait Gundelia tournefortii, un chardon épineux du désert.
Son pollen représentait près de la moitié de tous les échantillons fortement concentrés autour de la tête et des épaules. Réfléchissez-y un instant. Pourquoi du pollen d'épines saturerait-il un linceul? La couronne d'épines. Gundelia tourneforti avec ses longues épines acérées est précisément la plante que les soldats romains auraient pu tresser pour en faire une fausse couronne. Elle fleurit près de Jérusalem au début du printemps, précisément pendant la Pâque juive. Un second indice botanique provenait du Zygophyllum dumosum, une plante endémique d'une région très restreinte ne poussant que dans le désert de Judée et certaines parties de la péninsule du Sinaï. Son pollen a également été découvert en quantité notable. Voici la réalité: aucun faussaire médiéval travaillant en France n'aurait pu collecter du pollen de plantes endémiques d'Israël et encore moins le déposer de manière invisible à l'échelle microscopique sur un morceau de tissu. Un faussaire aurait utilisé de la peinture. On ne peut pas peindre le pollen. Il agit comme un sceau invisible laissé sur une scène de crime, une empreinte digitale géographique impossible à falsifier. Et le sang. Le sang racontait sa propre histoire brutale. Pendant des années, les sceptiques ont soutenu que les taches rougeâtres n'étaient rien d'autre que des pigments de l'ocre, du cinabre ou de la tempéra mélangée à de la gélatine. Cette affirmation s'est effondrée en 2017. Une équipe dirigée par le professeur Giulio Fanti de l'université de Padoue, travaillant aux côtés de médecins d'un hôpital de Trieste, a analysé les taches à l'aide de la microscopie électronique à transmission et de la spectroscopie Raman. À l'échelle nanométrique, ils n'ont pas observé de pigments, mais du sang humain, du groupe sanguin AB, l'un des plus rares au monde. Ce même groupe sanguin apparaît à plusieurs reprises sur d'anciennes reliques chrétiennes, notamment le suaire d'Odone, un tissu qui recouvrait traditionnellement le visage du Christ lors de sa mise au tombeau. Mais voici ce qui les a stupéfiés. Ce n'était pas le sang d'une personne en bonne santé. Les scientifiques y ont découvert des nanoparticules de créatinine et de ferritine liées à l'hémoglobine. De telles concentrations extrêmes ne se produisent que dans des conditions spécifiques, un traumatisme mortel catastrophique, une torture prolongée combinée à une déshydratation et à une destruction musculaire sévère. Lorsque le tissu musculaire est endommagé de façon répétée, un processus appelé rhabdomyolyse, la créatinine inonde le sang en grande quantité et le sang conservé sur le tissu en porte précisément la trace. Il ne s'agit pas d'un symbole, mais d'une signature biochimique de l'agonie. L'homme enveloppé dans ce tissu a été battu jusqu'à un état physique déjà incompatible avec la vie avant même le début de la crucifixion. Des preuves de plus de 100 coups compatibles avec la flagellation romaine, utilisant le flagrum fouet de cuir lesté de plomb. Considérons maintenant ceci car ce détail continue de troubler les chercheurs. Le sang est resté rouge, ce qui semble impossible pour du sang ancien. Normalement, le sang ancien fonce et devient brun ou noir en quelques semaines. Or, l'analyse scientifique a révélé des taux anormalement élevés de bilirubine, une substance libérée par le foie lors d'un stress extrême et d'un traumatisme grave. La bilirubine préserve la couleur rouge du sang. Pendant des siècles, le sang d'un homme torturé est resté rouge. Il ne s'agit pas de mysticisme, mais de biochimie sous l'effet d'un stress insoutenable. Un peintre peut imiter l'apparence d'une blessure. Aucune main humaine ne peut recréer la signature biochimique d'un traumatisme extrême, d'une défaillance d'organes et d'un choc hypovolémique. Chaque molécule pointait vers le même endroit et le même événement. Mais qu'en est-il du test censé prouver que tout était faux? Ce test qui s'est trompé. En 1988, 3 laboratoires prestigieux, Oxford, Zurich et Arizona, ont daté le tissu au carbone 14 entre 1260 et 1398 après GC. Une époque médiévale, donc un faux. Affaire classée. Le monde a accepté la conclusion.
Même l'Église catholique a pris ses distances, qualifiant le suaire d'icône plutôt que de véritable relique. Mais attendez, car la science est en perpétuelle évolution. 30 ans plus tard, les chercheurs ont découvert où l'erreur cruciale s'était produite, et le problème ne venait pas de la technologie, mais du lieu de prélèvement de l'échantillon. En 1988, un minuscule morceau de tissu pas plus grand qu'un timbre-poste fut prélevé sur le bord du suaire. Ce coin, manipulé d'innombrables fois, avait absorbé sueur, sébum, cire de bougies et bactéries. Le chimiste Raymond Rogers du laboratoire national de Los Alamos fit alors une découverte stupéfiante. Ce coin avait été soigneusement réparé au Moyen Âge. Les Clarisses avaient renforcé le bord abîmé en tissant de nouveaux fils de coton dans le tissu d'origine teinte à l'alizarine et scellé à la gomme arabique pour imiter le lien ancien. Point crucial, le corps principal du suaire ne contient pas de coton. Il est entièrement en lin. Les laboratoires n'ont pas daté le suaire lui-même, mais le morceau de tissu. Voyez maintenant la suite. En 2022, le physicien Liberato De Caro de l'Institut de cristallographie de Bari introduisit une approche totalement différente. La diffusion des rayons X aux grands angles WAXS. Au lieu d'examiner les contaminants, cette méthode étudie le vieillissement de la cellulose du lin elle-même au niveau atomique. Avec le temps, le lin se détériore naturellement. Les chaînes polymères de cellulose se décomposent lentement sous l'effet des radiations de l'humidité et des variations de température. Ce processus agit comme une horloge interne pour le matériau. De Caro a comparé des échantillons du suaire avec des tissus d'âge connus allant des bandelettes de momies égyptiennes datant de 3000 avant Jésus-Christ aux textiles médiévaux. Lorsque la courbe de vieillissement est apparue sur son écran, De Caro a immédiatement convoqué ses collègues. La structure moléculaire du suaire ne correspondait en rien à celle des tissus médiévaux. Il était bien plus ancien. Elle correspondait à celle du lin retrouvé dans la forteresse de Masada, en Israël, datée entre 55 et 74 après Jésus-Christ, soit le 1er siècle, l'époque du Christ. En 1904-28, la science a rejeté ce miracle. En 2022, elle l'a réhabilité. Mais un mystère demeure que la physique moderne ne peut expliquer l'image impossible. Ni coup de pinceau, ni pigment, ni encre, rien. L'image n'existe que sur les 200 nanomètres les plus externes des fibres, des centaines de fois plus fines qu'un cheveu. Il s'agit d'une transformation chimique due à l'oxydation et à la déshydratation, une sorte de brûlure laissée par une source d'énergie inconnue. Les scientifiques de l'ENEA, l'Agence nationale italienne de l'énergie, ont tout tenté pour la recréer: acide, chaleur, rayonnement gamma. Rien n'y a fait. Seule une brève et intense impulsion de rayonnement ultraviolet sous vide. S'en est approchée une technologie inexistante dans le monde antique pour imprimer l'image sur près de 4 mètres carrés de tissu. Le corps aurait dû libérer une explosion d'énergie d'une durée inférieure à 1 milliardième de seconde, suffisamment puissante pour marquer l'étoffe mais suffisamment précise pour ne pas la brûler. Réfléchissez-y. Et voici ce qui rend la chose encore plus impossible. En 1976, une analyse de la NASA a révélé que l'image contenait des informations tridimensionnelles parfaitement précises. L'intensité de l'empreinte correspond exactement à la distance entre le corps et le tissu, et non approximativement. Aucun artiste ancien ou moderne n'est jamais parvenu à reproduire ce détail. Mais voici celui qui interpelle même les plus sceptiques: l'analyse numérique a identifié des formes au niveau des yeux similaires à celles de pièces de monnaie rares, les lepta frappées sous Ponce Pilate vers 29 après Jésus-Christ. Ces pièces n'ont circulé que brièvement dans une région spécifique. La probabilité qu'un faussaire médiéval ait connu ou reproduit ce détail est quasi nulle. Et ce n'est pas tout. Les clous traversent les poignets et non les paumes, comme le prédit la médecine légale pour la crucifixion. Toutes les peintures médiévales commettent cette erreur sans exception. Les artistes placent les clous dans les paumes par croyance, mais le suaire révèle leur emplacement anatomiquement correct.
On distingue même les réactions nerveuses, notamment la rétraction des pouces causée par la lésion du nerf médian par les clous, un détail qu'aucun artiste médiéval n'aurait pu percevoir. De manière progressive, biologie, chimie, physique, géologie, numismatique, tout converge vers une seule ville et une période précise, Jérusalem, entre 30 et 33 après Jésus-Christ. Voici ce que personne ne peut facilement ignorer. Un faussaire médiéval aurait dû créer un négatif photographique des siècles. Avant la photographie, y incorporer du pollen de plantes que l'on ne trouve qu'entre Jérusalem et Jéricho. Produire du sang contenant des biomarqueurs de traumatismes inconnus pendant 600 ans. Recréer un encodage tridimensionnel qu'aucun laboratoire moderne ne peut reproduire et collecter de l'ADN en provenance de Chine, d'Inde, d'Afrique et du Moyen-Orient. Le tout dans une abbaye française avec une bougie et un pinceau. Le suaire de Turin n'est pas une peinture. C'est un document médico-légal attestant de l'existence d'un être humain réel, une archive biologique, un témoin silencieux d'un moment qui a changé l'histoire de l'humanité. Le code ADN secret inscrit dans ses fibres retrace un voyage de 2 ans qu'aucun faussaire n'aurait pu reproduire. Alors, la question est la suivante. Croyez-vous que la science expliquera un jour ce qui s'est passé à l'intérieur de ce tombeau? Ou certains événements sont-ils hors de portée de tous les instruments que nous pourrons jamais concevoir? Partagez votre réponse dans les commentaires et si cela change votre perception du suaire, abonnez-vous, car ce que nous allons découvrir ensuite est encore plus difficile à expliquer.